encore, comme le disait Cyril, 2 petites minutes que tout le monde nous rejoigne pour cette deuxième partie de notre séminaire consacré aux communications long range et avec un focus sur la 5G. On commencera par laisser la parole à Monsieur Laurent. Je montre juste le programme d'aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Pardon. Donc, pour ceux qui étaient là hier, on a pu avoir un panorama que j'ai essayé de faire court sur les technologies de télécommunication long range. Et puis, on a eu le témoignage de 2 retours d'expérience sur le déploiement de la 5G. Un de Bouygues Télécom avec M. Samer et un du CITC de Lille par M. Gauthier. Donc aujourd'hui, on a les conférences de 3 personnes qui vont nous présenter d'abord M. Laurin de la société Semtech qui va présenter un peu les différences et les complémentarités entre le LoRaWAN et la 5G. Puis M. Arvidsson d'Ericsson nous parlera de l'état des lieux et des enjeux de la 5G vus par ce constructeur. Et pour terminer, nous aurons le témoignage de M. Jarc d'Amphenol Antenna qui va nous présenter les réseaux d'antennes dans lesquels ST Microélectronique, la société qui est basée, qui a une de leurs entreprises basée à Tours et dans lequel ils ont coopéré. Donc, pour rappel, ce séminaire est organisé en partenariat avec le pôle de compétitivité S2E2 et Captronic, avec le soutien de nos financeurs, les fonds européens, l'État français et la région Centre-Val de Loire. Donc, on va attendre encore 2 petites minutes que l'ensemble de nos inscrits puissent se joindre à nous. Pour l'instant, il nous en manque encore une bonne dizaine, je pense. Une vingtaine par rapport à hier. Je vais peut-être quand même laisser la parole à Monsieur Laurin de Semtech. Oui. Oui. On va commencer. Okay. Est-ce que vous avez la possibilité de lancer votre partage d'écran? Il faut que je départage mon Alors, ouais, bonjour à tous. Oui, il faut juste que vous me laissiez la main. Voilà. On va le faire tout de suite. Alors, il faut que tu le mettes co-hôte. Alors, voilà. Voilà, vous devriez avoir la possibilité de présenter d'allumer votre caméra et de partager. Parfait. Ok. Pourquoi c'est passé en plus alors, la vidéo est un petit peu décalée, donc ce ne sera pas très joli. Vous me verrez un peu de profil. C'est pas très grave. Écoutez, très bien. Bah, du coup, on coupe votre micro pour ne pas vous déranger et puis on vous laisse faire votre présentation. Philippe, tu as quelque chose à ajouter? Vous me dites, c'est bon? C'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous. Rémi Laurin, merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre événement. C'est un honneur. Donc aujourd'hui, je vais parler des différences entre LoRaWAN et la 5G, sachant que je suis en charge des réseaux LoRaWAN au niveau mondial pour Semtech. Et je chaire la communauté des opérateurs mondiale à la LoRa Alliance. Alors, j'ai un passé un peu sur toutes les technos, puisque j'ai travaillé d'abord chez les opérateurs mobiles, notamment SFR, opérateur fixe, Completel, qui est redevenu Altis. J'étais le responsable au niveau mondial des réseaux et des opérations chez Sigfox. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance de travailler pour Semtech. Donc, j'ai un peu pratiqué toutes les technologies dont on parle dans ce qu'on appelle le Massive IoT. Alors, d'abord, quand on parle de la 5G et LoRaWAN, la première chose, c'est que le multi-réseau stratégie, c'est-à-dire le fait d'utiliser plusieurs technologies en tant qu'opérateur ou client, est une grande tendance du marché. Ça devient indiscutable. On voit ça partout.
pourquoi il est aujourd'hui illusoire d'avoir une technologie capable de traiter tous les use cases. Dans le Massive IoT, on a des cas d'usage, ou dans l'IoT, on a des cas d'usage aussi différents que le tracking des vélos dans une grande ville, ou le tracking des voitures dans les parkings, ou du moins identifier si les places de parking sont libres ou pas, avec le V2X, le véhicule to véhicule, ou les applications médicales qui vont requérir des gros volumes de données et de la faible latence. C'est la raison pour laquelle, alors, moi je vais parler du Massive IoT. Le Massive IoT, c'est des millions, on parle de milliards, on ne les a pas encore vus, mais de millions de petits capteurs qui émettent des faibles volumes de données. Et donc, leur caractéristique, c'est qu'ils doivent être à très faible consommation de batterie. Ils doivent durer longtemps sur le terrain, il y en a beaucoup. Et donc, on doit gérer ces flottes qui sont immenses sans surtout jamais intervenir. Et là, les technologies que l'on retrouve dans le Massive IoT, bien sûr, c'est LoRa, Narrowband IoT pour le cellulaire et LTE-M pour toujours le cellulaire avec des débits un petit peu plus hauts. Et donc, on va jouer avec ces différentes technologies selon les cas d'usage. Finalement, quand on parle de la 5G, je vais reprendre la catégorisation des use cases en 5G. Il y en a 3. On parle de critical communication en vert pour, par exemple, la voiture autonome. On parle de Enhanced Mobile Broadband pour tout ce qui est application mobile type vidéo, réalité augmentée. Et on va parler de la 3e catégorie, le Massive IoT, le Low Power Wide Area. C'est là que LoRaWAN joue, bien sûr avec 4G et 5G. Et dans cette catégorie, finalement, on va parler de la 5G, mais on trouve aujourd'hui, ça a été une décision du 3GPP, pour le moment, des technologies 4G, qui sont le LTE-M et le Narrowband IoT. Alors bien sûr, ces technologies sont ou vont être interconnectables à la 5G, notamment via ce que l'on appelle le Core 5G, c'est-à-dire le réseau cœur, permet d'interconnecter ces technos vers la 5G. Et puis, d'ici quelques années, probablement une dizaine d'années, on aura une convergence totale et la 5G descendra peut-être sur ces applications. En tout cas, ce n'est pas ce qui a été décidé aujourd'hui. Donc, LoRaWAN est un complément de la 4G, donc Narrowband IoT et LTE-M, sur le segment du Massive IoT. Et du moins, pendant quelques années, la 5G, avec cette fameuse 5G New Radio, va se concentrer sur d'autres verticaux qui sont le haut, voire le très haut débit. Donc, c'est important de le préciser. Enfin, en termes de marché, vous avez vu que j'ai mis des bulles. LoRaWAN. Alors, LoRaWAN, c'est le protocole, c'est le standard de communication. LoRa, c'est la couche physique. Donc, je vais parler de LoRaWAN beaucoup, puisque nous sommes dans les réseaux et on va plutôt considérer que LoRa comme un réseau d'interconnexion au même titre que Narrowband IoT et LTE-M. Donc, les bulles sont non interconnectées car on verra que ces technologies sont très complémentaires. Et ça va être mon principal message aujourd'hui. Nous ne sommes pas un concurrent frontal LoRaWAN de la 4G 5G, même s'il peut y avoir de la concurrence sur certains use cases. Nous sommes surtout des technos complémentaires et je vais expliquer pourquoi. Alors finalement, c'est très simple à comprendre. Si on regarde le panorama des technologies entre LoRaWAN et cellulaire, on peut résumer les forces du cellulaire par, premièrement, leur coverage. Donc, ils ont plutôt des réseaux bien déployés puisque la 4G aujourd'hui est déployée à peu près dans le monde entier et peut avoir des couvertures dans les pays qui sont très intéressantes. La qualité of service, notamment l'administration par un opérateur mobile de la QoS, de la garantie de latence, est très intéressante et plutôt très performante. La capacité, notamment en downlink, donc en allant du réseau vers les devices, est intéressante car on est sur des spectres licenciés. Et sur un spectre licencié, donc, l'opérateur a une capacité
importante. Du moins, c'est lui qui choisit sa capacité. Il est le seul à utiliser ses fréquences à un endroit donné, en théorie, on va dire. Et au niveau sécurité, effectivement, le monde du mobile a une expérience très importante, notamment avec les SIM cards, pour protéger la sécurité de l'authentification des devices. En ce qui concerne LoRaWAN, finalement, on est complètement complémentaires. LoRaWAN aujourd'hui a une grosse avance en termes de battery consumption. Donc là, ça a été un protocole, un standard qui a été designé pour faire du low power et du wide area. Donc la consommation est très faible. Évidemment, en termes de coût, c'est très performant. On n'a pas tout le legacy d'un réseau mobile, avec notamment tout le corps 4G, 5G, qui coûte très cher. En LoRaWAN, on a des infrastructures qui peuvent être très peu onéreuses. On voit des gateways aujourd'hui dans les buildings à 50 euros, ce que vous ne trouverez pas forcément sur des infra LTE. Ce sont des business models open, c'est-à-dire que aujourd'hui en 4G, 5G, on est surtout sur un business drivé par les opérateurs licenciés, même si évidemment on parle de private 5G, private 4G, mais c'est quand même un business opérateur, alors qu'avec LoRaWAN, on peut faire du make or buy. Vous êtes au courant, je pense que pratiquement il n'y a pas une ville dans le monde qui n'utilise pas cette techno pour la déployer elle-même, par exemple. Et donc, c'est complémentaire. Elle peut utiliser un opérateur dans certains use cases et déployer elle-même ses gateways LoRaWAN. Et enfin, toute l'interconnexion vers le monde de l'Internet a été pensée, notamment compatible avec des standards type MQTT, des standards d'API pour se connecter à des clouds. Donc, on voit bien qu'on a deux mondes qui sont complémentaires et finalement, ce ne sont que des caractéristiques différentes pour répondre à des use cases différents. Alors, je ne vais pas décrire ce tableau, mais en fait, le choix des opérateurs et des entreprises privées entre 5G, 4G et LoRaWAN, en fait, c'est très lié on va dire, à l'application. Si vous avez des devices qui ont des fortes contraintes de batterie, par dizaines de milliers, vous n'allez pas forcément mettre du narrowband IoT par rapport à LoRa, puisque aller changer la batterie de vos devices régulièrement, ça va être un coût phénoménal. À l'inverse, si vous êtes sur un applicatif, je ne sais pas, dans la smart grid, avec des devices qui peuvent être connectés, on dit wired en anglais, donc connectés au réseau d'énergie, avec des larges IoT ou un ATM. C'est également le cas des autres, mais on ne vous entend plus. Alors, c'est mieux, là. Ouais. Et vous voulez que je recommence? Vous m'avez perdu. Juste la dernière phrase, je pense que ce sera bon. Bon, ok. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que si vous avez une application Smart Grid avec des gros volumes de données, beaucoup de downlink et pas de problème de batterie parce que le device est alimenté, là, narrowband IoT, LTE-M et demain 5G sont très adaptés. Si votre device est dans la nature pour des compteurs d'eau avec des contraintes de batterie très importantes, des volumes faibles de données et pas de software upgrade avec des gros volumes de données, à ce moment-là, clairement, LoRa sera mieux positionné. En termes de business model, si vous voulez travailler avec un opérateur, c'est clair que Cellular IoT va être naturel, notamment si l'opérateur a de la couverture dans votre zone. À l'inverse, si vous êtes une ville ou une entreprise et vous préférez aller sur du CAPEX, déployer votre propre réseau dans du smart building, vous allez plutôt choisir LoRa. Et enfin, si vous avez des contraintes de coût très importantes, c'est clair que vous n'allez pas déployer ou étendre un réseau cellulaire. Ça ne va pas répondre à votre besoin. Et là, vous allez jouer plutôt vers des déploiements de réseaux type LoRa. Et selon les use cases, vous avez ce tableau complexe, mais c'est l'art aujourd'hui des clients. C'est d'arriver à choisir en fait la bonne techno avec une vision moyen et long terme. Alors en termes de marché, aujourd'hui, ce qu'on peut dire de façon très simple, les analyses sont unanimes et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
il y a une anticipation comme quoi le marché du Massive IoT, je parle bien du Massive IoT, je ne parle pas des applications haut débit, devrait excusez-moi pour mon français, j'ai l'habitude de faire les tentations en anglais, devrait se splitter à peu près 50-50 entre Narrowband IoT, LTE-M et LoRa. C'est peut-être du 60-40, c'est peut-être du 40-60. En fait, personne ne le sait. Mais en tout cas, on voit cette segmentation du marché entre ces deux technologies. Sigfox aura probablement son rôle à jouer, mais ce sera peut-être, c'est anticipé comme être un petit peu plus petit en termes d'adoption. En tout cas, ces deux technos répondent clairement à un besoin du marché. Et si on regarde LoRaWAN aujourd'hui, on est quand même dans 162 pays. On a 160 millions de N-nodes sur le terrain, près de 150 opérateurs, il en est toutes les semaines. On a plus d'1 million de gateways qui sont, on va dire, déployés. Et la LoRa Alliance a plus de 400 membres, dont les plus grosses entreprises de la planète. Et donc, c'est devenu quand même un écosystème. C'était un peu mon message. C'est pas de montrer des muscles ou quoi que ce soit, mais c'est surtout de dire qu'on a un écosystème assez mature, mondial. Et finalement similaire à ce qu'on voit dans le monde cellulaire, où l'écosystème est très fort, historiquement très puissant. Voilà. OK. En termes de convergence, pour vous donner des exemples, aujourd'hui, on a plus d'une trentaine d'opérateurs mobiles qui déploient les deux technos. Et je vais vous donner des exemples. Ils déploient le cellulaire IoT, la 4G aujourd'hui, et puis demain, la 5G. On voit Orange, KPN, Proximus, SK Telecom, Swisscom, Bouygues, KDDI, NTT, et puis même des petits opérateurs comme Andorra Telecom, la Serbie ou la Slovénie. Et en fait, si on y regarde bien, alors on a des cas comme Orange ou NTT qui ont abandonné Narrowband IoT pour LoRa, ça peut arriver, et qui, par exemple, déploient pour le Massive IoT Low Power LoRa et qui gardent LTE-4M pour des applications qui vont être plus haut débit. Mais on a aussi l'inverse. On a beaucoup d'opérateurs qui prennent Narrowband IoT et pas forcément LoRa, qui restent en full cellulaire. C'est leur choix. De toute façon, ils arrivent très bien à gérer leur business avec ça. Et puis, on a des opérateurs qui déploient tout. Et je vais en parler dans les slides après. Ils déploient Narrowband IoT, LoRa et 5G. Aujourd'hui, on a un nouveau type d'opérateur que j'appelle License Exempt, donc des gens qui ne sont pas opérateurs mobiles, notamment Charter, qui est là avec Comcast, une des deux plus gros cable compagnies de la planète, qui déploie 5G en private 5G, parce qu'ils ne sont pas opérateurs mobiles, donc c'est des licences privées. Et ils déploient LoRaWAN pour des applications, comme je l'ai dit, pour des sensors de petite capacité. Donc on voit bien que le marché se structure vers du multi-radio access strategy. Alors, pour exemple, Proximus déploie Narrowband IoT et LoRaWAN. Alors, ils sont très pragmatiques, Proximus en Belgique et au Luxembourg. Ils se mappent sur la demande du client. Vous avez des clients qui veulent Narrowband IoT parce que ils ont plein de raisons pour ça. Ça peut être des raisons qu'ils travaillent avec un vendor type Huawei qui va leur faire un bundle qui sera beaucoup plus efficace pour le client avec la même opération pour toutes les technologies bas débit et haut débit. Et le client va choisir un Narrowband IoT. Dans d'autres cas, le client n'a pas d'idée préconçue. Ça peut être du LoRaWAN ou ça peut être un mix. Et donc Proximus, finalement, joue avec ces deux technos selon les choix des clients, sachant qu'ils ont un réseau de 4G qui est déployé en national sur la Belgique et ils savent facilement répondre à tous les use cases. Pardon. Vous avez le cas de Charter aux États-Unis qui, lui, il a une toolbox, c'est une boîte à outils. Par exemple, là, on a des cas d'agriculture.
où carrément il va déployer le 4G pour plutôt du backhaul en assez haut débit, la 5G New Radio pour le très haut débit, le Wi-Fi pour certains capteurs qui sont sur du short range, et du LoRaWAN pour des capteurs petite capacité avec des contraintes de batterie. Et on voit même qu'ils mettent de la 4G sur des drones, par exemple. OK. Vous avez un cas de Deutsche Telekom, qui est pourtant le plus grand promoteur de narrowband IoT de la planète avec Vodafone, qui ne voulait pas entendre parler de LoRa. Et puis finalement, avec T-Systems, il déploie au niveau mondial LoRa sur les applications de type privé, enterprise. Lorsqu'ils font un réseau particulier pour une entreprise, à ce moment-là, ils vont déployer du LoRaWAN. Lorsqu'ils sont sur des réseaux nationaux comme en Allemagne, où ils ont déjà une couverture très forte, ils vont plutôt opter pour narrowband IoT, 4G, 5G. Et là, on voit le cas de LoRa dans des magasins pour tracer le flux des clients et pouvoir savoir exactement où vont les clients, sur quels espaces ils vont acheter, où sont les flux de potentiels clients. Et donc, finalement, on arrive à aider les retailers à améliorer leurs espaces de vente et à faire du marketing. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ces applications de People Flow Tracing, elles sont en train d'exploser malheureusement pour un autre use case que vous avez compris, qui est le Cognitive. Aujourd'hui, on utilise ces capteurs beaucoup pour tracer les gens, vérifier et faire du people tracing. Et lorsque quelqu'un est infecté, on sait exactement auprès de qui il a pu être en contact. Et donc, ça nous permet de retracer leur historique. Donc ça, c'est un des use cases qui explose dans le monde avec LoRa. Ensuite, on a eu le cas de Bird. Alors, vous voyez que c'est quand même deux gros opérateurs mobiles, Orange et Bouygues, ont gagné un appel d'offres à plus de 3 millions de capteurs avec Bird, Veolia. Ben, ils le font en LoRa. Pourquoi? Bien qu'ils aient une couverture, vous les connaissez comme moi, irréprochable en cellulaire, ils ont considéré que quand on regarde les coûts, quand on regarde la ultra low battery power nécessaire pour un projet de compte en eau, ils déploient finalement, les deux vont déployer en LoRa ce projet. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas déployer d'autres projets en cellulaire pour Veolia. Alors, on a des tests de Bird qui vont résumer tout ce que je viens de vous dire. En gros, on voit très bien, il faut regarder le radar, entre les trois technos, LoRaWAN, Sigfox et Narrowband IoT, pas de surprise. On va voir que Narrowband IoT va être meilleur en capacité grâce au fait de ne pas avoir un license spectrum, d'avoir un license spectrum, en security, en QoS. Alors en range, là c'est discutable, mais bon, en tout cas le range est très bon en cellulaire. Et par contre, LoRaWAN va être meilleur en termes de coût, en termes de consommation de batterie. Et sur des projets de compteurs d'eau, c'est un critère important. Ce qui ne veut pas dire que Narrowband IoT ne gagne pas des projets de compteurs d'eau. Par exemple, en Chine, c'est vrai qu'il y a le gouvernement pousse Narrowband IoT, mais on voit beaucoup de projets Narrowband IoT sur des compteurs d'eau et ça marche aussi. Simplement, en termes de coût et de battery consumption, c'est un peu moins performant, voire beaucoup moins performant. Alors, en résumé, le message aujourd'hui, c'est que la 5G est une opportunité claire pour les applications critiques et les très hauts débits. Pour le moment, la 5G va venir au Massive IoT dans les 10-15 ans. Probablement, c'est déjà dans la roadmap. La 5G New Radio va probablement évoluer vers une 5G New Radio Lite qui va aller attaquer un peu le LTE-M, mais ça va mettre un peu de temps. La 4G est aujourd'hui, avec Narrowband IoT, LTE-M, concentrée sur le Massive IoT. Voilà, pas que, mais fait du Massive IoT. Et c'est là qu'il y a un très bon complément avec LoRaWAN. LoRaWAN est plutôt un de facto unlicensed standard, là où 4G est un standard pour le license.
Et on voit des opérateurs, des installateurs de matériel, donc des systèmes intégrateurs et des entreprises qui développent intelligemment aujourd'hui sur le marché 4G, 5G, LoRaWAN, Wi-Fi, on a Wi-Fi 6 qui arrive, et je dirais toutes les autres technologies. On peut avoir du Bluetooth, on peut avoir du Zigbee, on peut avoir du Z-Wave. Donc le monde est multiple. Et le jeu, c'est d'arriver à interconnecter tout le monde. Et évidemment, où est-ce que ça se rencontre? Ça se rencontre dans le cloud. Donc aujourd'hui, tous les acteurs travaillent énormément sur l'interconnexion des technologies IoT dans le cloud. Et c'est là que ça se joue vraisemblablement dans les années futures, ce fameux cloud qui va être amélioré aussi par le Core 5G. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis pas trop mal en timing. Je suis tout à fait dispo pour vos questions. Alors, donc, un petit message à tous les spectateurs, hein. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le chat. On les lira à Monsieur Lorrain. Et nous, on avait déjà une question. En attendant voilà, que tout le monde trouve son clavier, j'avais une question. Vous avez parlé du people tracking tout à l'heure. Concrètement, comment ça se passe? Parce que pour moi, people tracking, ça marche surtout avec les smartphones et du Bluetooth ou du BLE. Donc, c'est des passerelles qui font BLE, LoRaWAN et qui ensuite transmettent les infos. Comment ça se passe? Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, les gens n'aiment pas trop les technos mobiles pour des questions de data privacy. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux technos. Soit on a des beacons Bluetooth dans l'entreprise. Le device collecte donc le Bluetooth et le backcall sur du LoRaWAN. Donc, le Bluetooth permet de tracer les gens, okay, de les positionner dans l'entreprise. Et le LoRa va pouvoir, sur plusieurs centaines de mètres, voire 1 ou 2 kilomètres sur un grand campus, envoyer ces données au cloud de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le people tracing dans les retail. Là, c'est le device LoRa est capable d'émuler du 2 Go 4 en Wi-Fi. Il reconnaît la signature de vos smartphones, de vos iPads, de vos tablettes, donc grâce à leur signature Wi-Fi. Il compte combien il y a de devices Wi-Fi dans la pièce. Et cette information, il la backcall, il l'envoie au serveur en LoRa. Donc on est d'accord. Voilà. En fait, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, c'est une collaboration des technos IoT très importante. Pour vous donner un autre exemple, on a annoncé avec Amazon un accord mondial sur Sidewalk. Donc, LoRa maintenant est dans le Smart Home. Donc, on a mis en place un protocole. Amazon a mis en place un protocole avec la Amazon Echo qui se base sur du Zigbee, du Wi-Fi et du LoRa. Et donc, dans leur mise en place, les trois technos collaborent en permanence. Une techno peut backcoller une autre techno. Voilà, par exemple, le Wi-Fi, c'est typiquement, vous mettez des petites passerelles LoRa dans une maison ou dans un building, typiquement, le cellulaire peut faire le backcall et renvoyer les données ou le Wi-Fi. Voilà, j'espère que c'était clair. D'accord, oui, non, très bien, mais effectivement, on voit que finalement, tout peut être utilisé et c'est des applications assez intéressantes. Donc, le temps que vous répondiez, il y a eu d'autres questions qui ont été posées. Donc, une question sur les bandes de fréquences qui sont utilisées par le LoRaWAN. Alors, le LoRaWAN est utilisé dans des fréquences sub-gigahertz, dans des fréquences 868 MHz en Europe, là où le cellulaire est à des fréquences à 915. Aux États-Unis, on est sur des fréquences à 915-920 MHz. Et en Asie. Et en Chine, c'est spécifique en Chine, on est sur du 450 MHz. Donc, ce sont des fréquences qu'on appelle ISM, qui sont utilisées notamment pour le médical, des fréquences libres, en fait, sur toute la planète. Donc, selon les zones géographiques, on a des petites variations de fréquences. Par contre, tout reste en sub-gigahertz, ce qui fait que les puces, en fait, sont compatibles sur toute la bande. On n'a pas, comme le cellulaire, des montées
jusqu'à, là, avec la 5G, maintenant, on va monter jusqu'à 60 gigas. Ouais, pas tout de suite, mais Ouais, voilà. Mais on ne D'accord. monte pas à 3 gigs, voilà, Mhm. comme le oui, cellulaire. déjà, ouais. Et du coup, il y a une question, quid des couvertures indoor? Donc, je pense, vu les fréquences utilisées, effectivement. Ouais, c'est fait pour. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que la couverture indoor est excellente, puisque comme vous êtes en sub-gig, et c'est valable pour le cellulaire comme pour l'Aura, hein, on est d'accord? C'est une question physique. On a une très bonne pénétration en indoor. Et la conséquence d'avoir un coût très faible des gateways permet de densifier très facilement à moindre coût. Et d'ailleurs, les acteurs ne s'en privent pas. Et donc, forcément, l'effet, c'est que si vous avez plus de gateway, vous avez une couverture indoor qui s'améliore, puisque vos devices sont plus près de la gateway. Sur un réseau cellulaire, densifier, c'est très compliqué parce que si vous rajoutez une BTS LTE, vous refaites le plan de fréquence de la région, vous devez amener la fibre optique pour alimenter, dans certains cas, si vous avez des services broadband en même temps. Vous devez avoir une synchro GPS obligatoirement comme c'est une etc., etc. Bref, et vous devez payer très cher parce que le bailleur vous attend. Alors j'étais responsable du déploiement d'SFR pendant 6 ans. Quand on arrive en tant qu'opérateur mobile, bonjour, 50 000 euros. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour poser une BTS, les bailleurs, les copros vous assassinent à chaque fois. Donc en fait, pour un réseau cellulaire, la densification est très onéreuse. Et donc un Orange, par exemple, quand il doit densifier dans un building pour des use cases petit débit, on est d'accord, hein, quand il n'a que des use cases petit débit, il va plutôt déployer du LoRa. Donc ça illustre un peu cette logique de coût plus intéressante. Tout à fait, merci. Dernière question, je vous la lis. Vous parlez beaucoup de grid, de relevé de compteur. En terminal, on trouve beaucoup de wireless M-Bus, très économe en énergie. Le LoRa se positionne où? Au niveau de la passerelle wireless M-Bus, LoRa, GSM 4G. Alors en fait, alors effectivement, M-Bus est un protocole excellent. Deuxième caractéristique, il est illusoire de penser que les centaines de millions de compteurs vont être rétrofités pour mettre du LoRa. On est d'accord, ça ne tient pas. Donc en fait, on a développé LoRa over M-Bus, tout simplement. Donc sur tous ces compteurs M-Bus, on met un petit plug LoRa et les données M-Bus, on les convertit en LoRa et on les renvoie au cœur de réseau en LoRa. Donc c'est une tendance aujourd'hui sur le marché mondial que l'on voit et qui marche très bien. D'accord. Okay. Et on est en train de faire pareil avec le DLMS, qui est la techno pour l'électricité. On travaille sur les adaptation layers avec Chic notamment pour convertir du DLMS over LoRa. En fait, on amène l'interopérabilité, on emmène le long range, le coût assez faible du réseau, au-dessus de protocoles qui ont été historiquement bâtis par des experts et qui marchent très bien. Donc en fait, ça ne sert à rien de les changer, quoi. Ok. Une dernière question qui est arrivée. En termes de hardware, l'identification sur le réseau LoRa se fait par SIM comme le cellulaire, point d'interrogation. Alors, c'est l'avantage, je dirais, pour avoir géré des centaines de milliers de cartes SIM dans ma carrière, qui est un enfer. En fait, il n'y a pas de carte SIM en LoRa. Il n'y a pas besoin de carte SIM. On a une sécurité par clé. Donc, les clés sont excuse-moi, storées en français, sont Okay. au sein des devices. Avec des secure elements, sont au sein des clouds avec des HSM, aussi des secure elements sur le cloud. Et donc, on gère une sécurité par clé et on n'a pas besoin de gérer au niveau du device des cartes SIM, qui est un système ultra lourd. Donc, c'est-à-dire que chaque module a un identifiant déjà inscrit, on va dire, C'est ça, dans sa mémoire secrète. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, le 3GPP va aller vers ce type de techno puisqu'on commence à parler de carte SIM virtuelle. Oui, tout à fait. Voilà. Une nouvelle question qui arrive. Quel est le maillage des stations LoRa? Alors, avec une station LoRa en semi-rural, on va atteindre
15-20 km en moyenne, c'est la moyenne. Hein. On a fait des expérimentations jusqu'à 500 km, mais on est d'accord, on s'est mis au pic du midi. Voilà. Mais en utilisation d'un opérateur, le maillage est à peu près 12-15 km en suburbain. En rural, on va être à 20-25. Et en ville, évidemment, là où c'est très dense, on va se retrouver avec des rayons de l'ordre du kilomètre. Et dans Paris, on va se retrouver avec des rayons, ou New York, on va se retrouver avec des rayons de 500 mètres. D'accord. OK. D'accord. Et écoutez, il n'y a plus de nouvelles questions qui arrivent. Si, du coup, moi, j'en ai encore une autre par rapport… on a eu une question hier sur du déploiement de capteurs, par exemple, sur des objets roulants type des trains. Est-ce qu'il y a une limite sur la vitesse, la vitesse de déplacement de l'objet par rapport aux stations de base LoRaWAN? Alors, aujourd'hui, on peut considérer que si on regarde la théorie avec les effets Doppler, je ne suis pas sûr que LoRa soit très adapté pour des mobiles qui iraient à 400-500 km/h, par exemple, comme le prévoit la 5G, qui permettra de gérer des mobilités très importantes. Mais à part ça, non, on n'a pas de limite. Un de nos plus gros utilisateurs, c'est la SNCF dans les trains, par exemple. D'accord. Voilà. La SNCF utilise LoRa dans ses trains à grande vitesse. Donc, on n'a pas de contrainte de mobilité particulière. Par contre, si ça devient de la très, très grande vitesse, je ne pense pas que ce soit très adapté. D'accord. Non, mais c'était effectivement plutôt dans le cadre d'une application ferroviaire. Bon, et effectivement, il faut que la continuité du réseau ferroviaire soit couverte par le réseau LoRaWAN. C'est la condition. C'est ça. Par exemple, on nous utilise dans les trackings de wagons. Voilà, des wagons qui se déplacent avec des containers, on traque les wagons avec ça. Donc, effectivement, on est vraiment en mobilité ferroviaire. Ok. Tu as encore une question? Non, je n'ai plus de questions. Eh bien, le public non plus. Du coup, merci beaucoup, Monsieur Laurent. Oui, merci d'avoir pu remplacer au pied levé votre collègue. Non, mais c'est un sujet qui me passionne, donc voilà. Oui, ça se sent, il n'y a pas de problème. Écoutez, on va vous enlever la main et on va la donner à Monsieur Arvidsson de Ericsson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enlève la main à Jérémy Laurent. Alors… Bonjour Monsieur Arvidsson, on vous voit. C'est déjà pas mal et peut-être que vous m'entendez même. Même, oui, tout fonctionne. Bon. C'est merveilleux. Merci beaucoup de cette opportunité de prendre la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Et, alors, on va essayer de faire un peu les équilibristes d'un point de vue technique, puisque c'est vous qui passez les transparents, mais c'est moi qui les commente. D'accord. Parce que j'ai un petit problème Zoom, en fait, qui ne marche pas sur mon… Enfin, pour vous raconter ma vie, qui ne marche pas sur mon PC d'entreprise, mais qui marche sur mon smartphone. Donc, voilà. D'accord. Bon, alors du coup, il me faut un petit moment parce que je ne savais pas. Le message s'est perdu dans… D'accord. Non, mais ce que je peux faire pendant les 10 secondes ou les 10 minutes, on verra, c'est qu'effectivement, le focus de ma présentation sur la 5G se décline en 3 parties. Une première mettant en avant quelques caractéristiques un peu techniques de la technologie. Un deuxième volet un peu sur la… Ah bah voilà, vous êtes une efficacité redoutable. Oui, non, je l'avais enregistré, mais… Tout va bien. Voilà. Super. Vous nous ferez signe à chaque fois qu'il faut passer une diapo, si jamais on n'est pas synchro. Voilà, très bien. Écoutez, parfait. Je finis juste ma petite phrase d'introduction. Donc, pour vous dire qu'il y a 3 parties. Une première partie un peu plus sur la techno, une deuxième partie un peu sur l'état du marché, la dynamique marché de la 5G telle qu'on la voit, et puis une troisième partie plus sur les cas d'usage, quelques cas d'usage comme ça. Et puis après, j'espère qu'on aura le temps pour de l'interaction, des questions. Donc, vous pouvez passer au transparent suivant. Donc, sur ce transparent, vous voyez un peu comment s'inscrit la 5G par rapport aux technos précédentes. Je pense que c'est assez familier pour la plupart d'entre vous. En fait, il y a en gros une technologie tous les 10 ans. La 2G est un peu la première dans la série. Avant la 2G, il y avait évidemment de la téléphonie analogique avec une capacité assez faible et des terminaux assez gros.
La 2G était la première à industrialiser vraiment la téléphonie mobile. La 3G introduit ce qui est l'Internet mobile. La 4G l'industrialise vraiment. Et la 5G ambitionne vraiment de pouvoir tout connecter et finalement d'être aussi un levier de transformation numérique beaucoup plus large. Ce qui est intéressant dans les transparents en dessous, c'est qu'on voit que le démarrage de la 5G est encore plus rapide que celui de la 4G. Il se fait finalement avec, comme vous le voyez, 1-2 ans d'avance par rapport à ce qu'on pouvait voir sur la 4G. De toute façon, vous aurez les transparents, donc je vais passer relativement rapidement, mais pour vous donner un peu une idée de la dynamique, on peut passer, si vous voulez, au transparent suivant, où j'ai mis en avant les principales caractéristiques de la 5G, donc plutôt en bleu sur la partie gauche, effectivement des débits pics de l'ordre de plusieurs gigabits par seconde. Ce qu'on a pu voir par exemple sur les premiers déploiements 5G dans la bande des 3,5 GHz, c'est sur smartphone, par exemple chez Swisscom, des débits de l'ordre d'1 gigabit par seconde. Donc, bien entendu, sur un réseau pilote où le terminal est quasiment seul sur sa cellule. Hein. Ce n'est pas, je dirais, en rythme de croisière sur un réseau en service commercial. Et après, si on monte dans les bandes un peu plus hautes, les bandes millimétriques, notamment aux États-Unis, on arrive aussi dans des pilotes à plusieurs gigabits par seconde. L'avantage des bandes plus hautes, c'est qu'on a des porteuses beaucoup plus larges et donc le potentiel de monter vraiment de débit. Après, un des éléments clés qui est beaucoup mis en avant, c'est la possibilité d'atteindre donc des temps de latence de l'ordre de la milliseconde, une disponibilité beaucoup plus élevée. Donc, on va chercher des cas d'usage nouveaux avec des demandes fortes de qualité de service. Une capacité à gérer des objets connectés qui roulent assez vite, typiquement sur des TGV. J'entendais sur la présentation précédente qu'effectivement, c'est un des sujets sur lesquels on pouvait se poser la question pour le LoRa. Donc, effectivement, il y a à la fois la notion de couverture, il faut effectivement avoir la couverture, et à la fois le besoin de gérer l'effet Doppler et donc le décalage fréquentiel amené par la vitesse. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que la 5G, si la couverture est là, c'est en tout cas gérer cet effet Doppler et donc arrive à assurer de la couverture pour de l'IoT dans des vitesses assez élevées. La précision peut aussi être assez forte. Un autre élément différenciant par rapport aux technologies cellulaires précédentes, c'est la capacité à gérer beaucoup d'objets connectés, typiquement 1 million d'objets connectés par kilomètre carré, ce qui est une différence par rapport aux générations précédentes, parce qu'effectivement, ça suppose qu'on puisse gérer la signalisation de manière un peu différente et pas inonder le réseau de signalisation des différents objets dans la zone. Donc 1 million de kilomètres carrés, enfin 1 million d'objets au kilomètre carré, est-ce que c'est peu? Enfin, vous allez me dire que non. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est complètement irréaliste? On peut se dire que finalement, en ville, 1 million de kilomètres carrés, enfin 1 kilomètre carré en ville, c'est 1 million de mètres carrés. Et donc, imaginez un objet connecté par mètre carré en ville, sachant qu'il y a également les bâtiments avec différents étages. Pourquoi pas? Enfin, certes, c'est ambitieux, c'est élevé, mais c'est pas non plus complètement décorrélé par rapport aux besoins qu'on peut imaginer. Et puis aussi une possibilité de gérer des batteries, des durées de vie de batterie assez longues. Après, sur la partie droite, il y a aussi l'écosystème et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir une perspective un peu plus large. Et donc, la 5G, on peut aussi l'associer à ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire d'avoir la capacité de computing et de cœur de réseau au plus près de l'accès 5G, ce qui permet aussi de réduire les temps de latence, puisque finalement, sinon, le cloud est un peu contraint par ne serait-ce que le temps de transport dans la fibre. Et donc, si le cloud, le cœur de réseau est à 1000 km du réseau 5G, à 1000 km, c'est déjà 5 millisecondes en fibre, 10 millisecondes d'aller-retour. Donc, c'est dommage de déployer une infrastructure 5G qui supporte la milliseconde pour derrière perdre 10 millisecondes en transport. D'où aussi cet intérêt pour l'edge computing et pour mettre le computing au plus près. Et ça fait aussi le lien avec l'intelligence artificielle. On peut avoir du machine learning dans le cloud, un cloud qui est au plus près du réseau et puis après qui renvoie les informations à un objet connecté, que ce soit un robot industriel ou un véhicule qui circule. Voilà, pour montrer un peu la logique plus globale. On peut passer au slide suivant si vous voulez. Voilà, donc alors je suis désolé, il est peut-être un peu technique, mais en même temps, c'est vrai que c'est le terme qui revient un peu de manière générique.
Aujourd'hui, à gauche, on est dans la configuration 4G. La première itération de la 5G qui devrait arriver en France d'ici la fin de l'année, ça va être ce qu'on appelle du non-standalone, c'est-à-dire que la 5G, donc le NR pour New Radio, va s'appuyer essentiellement sur un cœur de réseau 4G avec des fonctionnalités 5G qui lui sont rajoutées. Et après, la deuxième phase, qu'on verra en France probablement dans 2-3 ans et peut-être un peu avant dans d'autres pays, c'est donc le standalone, c'est celle qui est tout à droite avec un cœur 5G dédié, mais aussi évidemment la capacité d'interagir avec un cœur 4G, avec du réseau 4G. Mais donc cette deuxième phase, le standalone, elle ouvre plus de possibilités sur ce qu'on appelle le slicing ou des solutions avec des qualités de service vraiment dédiées par type d'usage et aussi des temps de latence beaucoup plus faibles tels qu'évoqués sur le slide précédent. Donc voilà, ça se fait en phase, mais néanmoins, la première phase de la 5G, donc celle du milieu, amènera quand même des débits très, très élevés. Et puis après, pour vraiment affiner la gestion de la qualité de service et les temps de latence, ça sera plus probablement cette deuxième phase. Voilà, on peut aller sur le slide suivant. Alors, je suis désolé, je suis ingénieur, j'aime bien les slides peut-être un peu barbares, mais donc là, vous avez le code couleur qui permet de voir un peu quelles sont les technologies sur les différentes bandes de fréquences. Donc, traditionnellement, on avait du bleu clair, du GSM, le WCDMA ou la 3G est arrivé, plutôt en premier lieu dans la bande des 2 giga 100, et après la 4G est arrivée depuis une dizaine d'années, d'abord dans des bandes typiquement 4G qui sont la bande 2.6, mais la bande 1800 est rapidement devenue une bande 4G. Et puis après, ce qu'on veut dire là, avec la couleur orange pour la 5G, donc le NR, c'est que elle va probablement d'abord se déployer dans la bande des 3,5 GHz. Dans certains pays européens, la bande des 700 MHz, qui est chez nous plutôt une bande 4G, sera au départ une bande 5G. Le millimeter wave, donc les bandes les plus élevées entre 28 et 40 GHz, ça va être plutôt nativement une bande 5G. Mais après, toutes les autres bandes ont progressivement vocation à s'ouvrir à la 5G et à basculer de manière assez souple vers la 5G. Voilà, pour l'avoir en perspective, mais ça, c'est une mutation qu'on peut imaginer sur 5 et 10 ans. On peut passer au slide suivant si vous voulez. Alors après, c'est un peu ce que montre ce transparent-là, c'est un peu comment les différentes bandes justement s'articulent entre elles. Donc les bandes basses sont plutôt utiles pour amener de la couverture assez large. Donc les bandes 700 par exemple sont intéressantes pour apporter de la 5G dans les zones rurales, le long d'axes routiers par exemple. Et puis après les bandes hautes, les bandes millimétriques, elles n'ont pas une couverture extraordinaire puisqu'il faut quasiment de la ligne de vue. Néanmoins, elles ont une capacité assez élevée parce qu'on a des bandes assez larges. Et puis, elles permettent aussi finalement d'avoir des temps de latence très, très courts puisqu'on est plutôt dans un environnement assez rapproché. Donc, on peut imaginer, par exemple, des bandes hautes pour connecter des robots dans des usines, donc et peut-être des robots contrôlés via la 5G, rattachés à un cœur de réseau localisé près de l'usine ou dans l'usine, et donc qui permet, avec ce temps de latence très faible, d'avoir une intelligence mutualisée dans un cœur de réseau et pas dans les différents robots. Ça permet, voilà, donc vous avez un peu l'articulation, le trade-off entre les trois, la couverture, la capacité et la latence suivant les bandes de fréquence. Donc, les unes se complètent par rapport aux autres. C'est un peu ça le message là-dessus. On peut passer au slide suivant si vous voulez. Donc, un des éléments clés aussi de la 5G, si j'en déroule 4-5, c'est le beamforming, c'est donc la notion d'antenne active, où dans les antennes actives 5G, contrairement aux générations précédentes, on a la capacité de focaliser le signal vers un utilisateur, comme vous voyez là sur le transparent, ce qui permet deux choses. C'est un, lui envoyer un peu plus de signal. Ça reste évidemment complètement dans les normes, dans les seuils définis par les différentes autorités, mais on peut aller un peu au-delà. Et par ailleurs, ça permet de réduire le niveau d'interférence, puisqu'effectivement, on pince le signal vers les utilisateurs, donc on ne bave pas sur une zone plus large, et ça réduit l'interférence. Et donc, dans les réseaux mobiles,
l'interférence, c'est surtout de la perte de capacité. Donc, si je réduis l'interférence, j'augmente la capacité et les performances du système. Donc, c'est les deux raisons d'être de ces fonctions de beamforming des nouvelles antennes actives 5G. Et on peut passer au slide suivant pour un peu boucler la partie techno. C'est le spectrum sharing qui devient aussi une fonction assez clé là-dedans. Et le spectrum sharing permet sur une même bande de fréquence de partager la bande entre la 4G LTE et le NR 5G. Et donc, ça permet une migration très souple des bandes de la 4G vers la 5G. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de basculer une bande complètement de la 4G vers la 5G, ce qui pourrait avoir un effet un peu négatif sur la qualité de service ressentie, par exemple, pour les utilisateurs 4G, qui du coup, un jour auraient une qualité de service assez bonne avec beaucoup de spectre, au lendemain auraient peut-être un peu moins de spectre et donc plus de congestion. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on a ce partage dynamique, ce qui permet d'avoir des utilisateurs 4G qui voient la bande comme de la 4G et des utilisateurs 5G qui voient la bande comme de la 5G. Et en fait, le choix, chez nous, en tout cas chez Ericsson, se fait toutes les millisecondes. Donc, toutes les millisecondes, le système sait dire je suis en 5G ou je suis en 4G. Donc, voilà ce qui permet ce refarming, cette migration flexible et soft vers la 5G, ce qui est aussi un élément clé pour comprendre un peu toute la vision industrielle qu'on peut avoir là-dessus. Voilà, on peut passer au suivant. Là, j'ai deux, trois transparents sur la partie impact carbone. Oui, non, mais c'est bien, vous pouvez passer au suivant, puisque c'est un des sujets clés. Est-ce que la 5G va consommer plus? Est-ce que le numérique nous envoie droit dans le mur ou pas? Et ce que je veux dire là sur les deux, trois transparents, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'impact carbone du numérique qui sont fausses ou qui ne sont pas le reflet en tout cas de ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. Ce que nous disons, et ça c'est la figure de droite, c'est que on voit que depuis les années 2010, grosso modo, les émissions carbone associées au TIC, donc c'est à la fois les réseaux, mais aussi les data centers et les terminaux, sont stables, voire même en légère décroissance. Là, si on veut voir une petite courbe de décroissance, on peut la voir, mais en tout cas stable, alors que le trafic, lui, est en croissance exponentielle. Donc, il y a vraiment une décorrélation réelle et totale ces dernières années, depuis une petite dizaine d'années. Vous voyez qu'avant, entre 2000 et 2010, il y a une croissance qui est pas négligeable d'ailleurs, qui est de 50% peut-être, ou un peu plus, enfin ça dépend, 50, 60 peut-être, mais depuis 2010, en tout cas, on a atteint une stabilité, alors que le trafic explose. Et donc ça nous paraît être un point structurant. Et par ailleurs, c'est pas juste nous qui le disons, c'est des choses qu'on peut retrouver sur autre chose, sur d'autres rapports, comme celui de gauche, qui est le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, dont la France fait partie, et qui montre que la consommation des data centers, par exemple, est elle aussi stable depuis pas mal de temps, alors que le trafic écoulé et géré par ces data centers est aussi en très très forte croissance. Donc ça, à notre sens, c'est une réalité. Et ceux qui disent attention, l'empreinte du numérique croît de 10% par an, n'ont pas les derniers chiffres de ce qui se passe sur les réseaux, mais sont plutôt dans le prolongement de courbes qui a été défini avant 2010, où ils se sont dit, bah voilà, c'est en croissance, et donc je poursuis sur cette logique-là. Donc ça, je pense que c'est un élément important à avoir en tête. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire attention, pas réfléchir à ce qu'on fait, mais le point de départ étant différent, on peut aussi décider de faire des choses un peu différemment. Si vous allez au slide suivant, et donc ce qu'on dit là, c'est qu'effectivement, avec la 5G, en fait, ce que montre le slide suivant, c'est que depuis qu'on est dans la 4G, donc depuis 2010, c'est à peu près stable, mais qu'il y a eu un petit palier qui a augmenté entre la 3G et la 4G. Donc, chaque fois qu'on passe une génération, on monte une marge d'escalier et on se met à un seuil un peu plus élevé. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est qu'effectivement, il faut arrêter. Il ne faut pas qu'à chaque génération, on se rajoute une croissance. Donc, on dit que même si c'est stable maintenant avec la 4G alors que le trafic explose, il faut qu'avec la 5G, on arrive à la gérer pour que non seulement il n'y ait pas cette croissance, mais qu'en plus, on arrive à faire décroître l'empreinte carbone du numérique, ce qui est aussi une des attentes sorties de la COP 21 de Paris. Et donc, comment faire tout cela? On propose quelques pistes sur le transparent suivant, si vous voulez bien le passer. Donc là, il y a 4 axes qui sont mis en avant, un peu sous la forme d'une maison.
après, bon, c'est probablement un exposé plus long qui serait nécessaire, mais on peut éventuellement échanger dessus. Et donc, les 4 axes, si je commence par la base de la maison, entre guillemets, c'est préparer le réseau. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire évoluer les équipements, changer les équipements pour avoir les générations les plus récentes qui ont des composants les plus efficaces, les plus compacts, qui consomment beaucoup moins. C'est un peu la même chose que sur d'autres secteurs où les derniers composants, les derniers chipsets ont une puissance de calcul beaucoup plus élevée pour une consommation énergétique beaucoup plus faible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait nous. Nous avons, mais enfin, chacun fait à peu près la même chose. Nous, on a une nouvelle génération d'équipes de hardware qui est arrivée depuis 2015, qui supporte du logiciel 4G, mais aussi 5G. Et en passant à cette nouvelle génération de hardware, ce qui commence à se faire sur les réseaux depuis quelques années, on gagne en gros entre 30 et 40% des émissions carbone. Donc ça, c'est un premier aspect. Et après, il y a ces trois piliers ou colonnes, comme on veut. D'abord, activer de plus en plus des fonctionnalités d'économie d'énergie sur les réseaux, c'est-à-dire arrêter d'émettre quand le trafic baisse ou la nuit ou toutes ces fonctionnalités-là. On peut aller dans une certaine granularité aussi et le faire plus finement que ce qu'on pouvait le faire avant. Sachant que la 5G en elle-même aussi est plus efficace d'un point de vue énergétique, elle est 10 fois plus efficace que la 4G parce qu'elle a aussi nativement pas mal de fonctions de ce type-là. Celle du milieu, c'est construire la 5G avec précision, c'est-à-dire ne pas mettre de la surfonctionnalité ou de la surcapacité là où elle n'est pas nécessaire, mais vraiment bâtir au plus juste en fonction des besoins. Et après, le troisième, c'est opérer le réseau de manière intelligente avec, par exemple, du machine learning pour faire de la maintenance préventive, et puis même le machine learning ou l'intelligence artificielle permet aussi de comprendre comment le trafic va évoluer et donc aussi de s'adapter au mieux par rapport à cette évolution du trafic. Donc, il y a des fonctionnalités qui permettent aussi de mettre de l'intelligence dans le réseau et donc d'être beaucoup plus efficace dans le traitement du trafic. Voilà, donc ça clôt un peu la première partie qui est la partie un peu technique. Et je vais passer peut-être au slide suivant qui est la partie un peu dynamique marché. Donc ce transparent-là montre le nombre de connexions, enfin le nombre d'abonnements mobiles globaux dans le monde. On voit qu'on est à peu près à 8 milliards, donc autant que d'habitants, mais ce n'est pas que chaque habitant de la Terre ait son abonnement, c'est plutôt qu'il y en a malheureusement qui n'en ont pas et certains qui en ont 2. Et ce qu'on voit, le gros bloc vert, c'est les gens qui ont de la 4G. Donc on voit que c'est aujourd'hui un peu plus de la moitié des abonnements globaux. Et après, en violet, vous avez la 3G, et puis en vert, le GSM qui croît. Et en orange, là-haut, vous avez la 5G, qui avait déjà en fin d'année dernière 13 millions d'abonnés, qui devrait finir l'année à près de 200 millions d'abonnés. Et on le pense qu'en 2025, ils seront près de 3 milliards à être sur la 5G. Donc la dynamique est clairement très, très forte. Il y a des dizaines de réseaux. Je pense qu'il y en a même plus de 100 qui ont un service commercial 5G dans le monde. Le slide date un petit peu là. On peut passer au slide suivant. Donc, nous, Ericsson, voilà, la petite page de pub, on a plus d'une centaine d'accords commerciaux. Sur tous les réseaux dans le monde, il y en a 65 des réseaux commerciaux qui sont équipés par Ericsson. Voilà, je m'arrête là. Vous pourrez le lire. On peut passer au transparent suivant. Qu'est-ce qu'on livre, nous, à nos clients qui sont les opérateurs télécoms? Évidemment, d'abord, en commençant par la gauche, on fait évoluer leur réseau vers la 5G de manière assez progressive, comme je l'ai montré un peu au début. On met aussi en place une nouvelle manière de fonctionner, d'automatiser la manière dont les réseaux sont opérés, supervisés, puis même dans la manière dont ils fonctionnent. C'est en introduisant un peu plus de machine learning et d'intelligence artificielle là-dedans. Et puis la troisième brique, la dernière, c'est aussi essayer d'aider les opérateurs, nos clients, à voir comment ils peuvent adresser des nouvelles opportunités marché avec la 5G. Voilà, on peut passer au slide suivant. Je vais passer assez vite là-dessus, mais c'est notre prédiction d'évolution du trafic mobile qu'on voit continuer à croître assez fortement, de plus de 50% par an. Et on pense qu'effectivement, à l'horizon de 5 ans, la 5G devrait quasiment écouler la moitié de ce trafic mobile mondial. Donc, ça vous donne un peu une idée un peu de la mutation qui nous attend. On peut passer au slide suivant. Là, c'est un peu l'état du marché. Là, je passe à ma troisième partie, qui est la partie un peu cas d'usage.
Donc, il y a 2 rationnels pour déployer la 5G. Dans la partie basse, le rouge, il y a au moins un rationnel qui est de réduire pour un opérateur, divisé par 10, en gros, le coût du gigabit de données écoulées ou du gigaoctet de données écoulées. Ça aussi, c'est une nécessité pour eux, puisqu'effectivement, le trafic croît fortement sur leur réseau. Et pour autant, les revenus qu'ils tirent par utilisateur sont à peu près stables. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen de gérer ce trafic de manière plus efficace. Donc, la 5G le propose, 10 fois moins cher. Elle est aussi de l'ordre d'un facteur 10 en termes d'efficacité énergétique. Je peux aussi un peu expliciter derrière s'il y a des questions là-dessus. Et après, la partie haute, la partie verte, c'est les nouveaux cas d'usage. Donc, il y a en gros 3 ou 4 grandes catégories. Ça dépend un peu comment on le voit. Si je commence par ce qui est en bas à gauche, c'est le Enhanced Mobile Broadband. Donc, c'est le mobile broadband, c'est-à-dire le haut débit mobile sur le smartphone comme on le connaît, mais qui évolue avec la 5G. Comme il est plus performant, il permet aussi de faire un peu plus de choses. À droite, il y a le Fixed Wireless Access. C'est quelque chose qui se développe pas mal plutôt aux États-Unis. On peut le voir un peu en France, par exemple, avec déjà l'accès fixe LTE ou 4G, mais aux États-Unis, pour les opérateurs, il n'y a aucune obligation de partage de la fibre. Donc, si je suis un opérateur, que j'arrive un peu en retard dans une zone qui est fibrée, j'ai le choix de soit effectivement déployer de la fibre, ça va être très long, ça va être très cher, soit venir avec de la 5G plutôt dans les bandes millimétriques où il y a une assez bonne capacité, il y a des débits pics élevés et donc aller concurrencer les acteurs établis en fibre par des offres de Fixed Wireless Access en 5G pour lesquels en fait ils arrivent à des débits, je crois qu'ils garantissent des débits de 300 ou 400 mégabits par seconde. Ils arrivent fréquemment à 700 mégabits par seconde, ce qui est tout à fait appréciable et assez similaire au meilleur des cas sur la fibre aujourd'hui. Et après, il y a la partie haute, c'est la partie IoT. Donc, il y a deux IoT différents. Il y a un peu le Massive IoT en haut à gauche qui est plutôt cette multiplicité de capteurs finalement. Donc, c'est une manière de gérer ces capteurs. Et puis après, il y a le Critical IoT où là, on va plutôt connecter des objets avec des contraintes fortes de temps réel. Slide suivant. Alors, sur le consumer, donc celui-là, il est un peu horrible par la densité d'informations. Je ne vais pas l'expliciter plus que ça, mais il a le mérite, après, si vous voulez vous poser et regarder un petit peu quels sont les différents cas d'usage envisagés pour le public en 5G, vous avez un panel assez large, donc classé par 6 grandes familles. La taille des bulles, plus la bulle est intéressante, plus finalement le revenu qui peut en être généré semble important. Plus la bulle est haute, plus l'intérêt des clients est élevé. Et plus elle est à gauche, plus les gens la voient arriver vite. Et plus elle est à droite, moins ils la voient arriver vite. Et donc, par exemple, si je prends celui qui est tout à droite, à la dernière catégorie jaune, qui est donc la partie un peu shopping et communication immersive, celle de tout à droite, c'est les appels par hologramme 3D. Donc, c'est des choses qu'on peut déjà voir en démo depuis au moins un an et demi, où on voit des appels un peu par hologramme. On voit l'hologramme de la personne avec qui on communique et ça marche parce qu'il y a plusieurs caméras pour le filmer et puis après, on peut le projeter. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui pouvait paraître très saugrenu finalement avant le Covid et puis finalement, avec des contraintes de confinement, de Covid, une nouvelle manière de fonctionner, ce qui semblait un peu absurde et futile, finalement, ça peut aussi répondre à des besoins comme les achats tactiles virtuels, etc. Donc voilà, il y a ça, mais vous voyez, il y a plein d'autres choses, beaucoup de choses autour de la réalité augmentée, beaucoup de choses dans l'automobile, le gaming dans le cloud, par exemple, peut fonctionner assez bien en 5G parce qu'il faut des temps de latence assez faibles et puis en même temps un certain débit. Et il y a un use case du gaming dans le cloud. Finalement, je n'ai pas besoin du logiciel du jeu sur mon terminal, mais il peut être stocké dans le cloud, etc. etc. Enfin voilà, vous pouvez les regarder. On verra, on pourra se donner rendez-vous dans 3 ans pour voir effectivement ceux qui ont vraiment marché. On peut passer au slide suivant. Donc, je voulais montrer 2 slides un peu sur la Corée, puisqu'on peut passer au slide suivant. Sur la Corée, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont lancé la 5G en avril 2019. Il y a eu un succès assez rapide.
avec là, avant l'été, il y avait 6-7 millions d'abonnés. J'ai vu les chiffres quelque part, je crois qu'on est maintenant à 8-9 millions d'abonnés 5G. Et la Corée, je crois que c'est un pays qui est un peu plus petit que la France en nombre d'habitants, il doit être un peu plus de 50 millions. Et on voit par ailleurs que le trafic écoulé par la 5G est aussi assez élevé, et puis c'est plus d'un quart du trafic global. Donc, un peu une idée de la dynamique. L'utilisateur 5G va aussi trafiquer beaucoup plus qu'un utilisateur 4G, donc 2 à 3 fois plus, ce que vous voyez aussi sur ce transparent. Et si on va au suivant, on a aussi une idée des cas d'usage poussés par les opérateurs coréens. Donc, sur la partie de gauche, il y a la partie grand public, B2C, où on voit qu'il y a beaucoup de choses autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, du gaming en ligne, ces choses comme ça, ce type de cas d'usage. Souvent, les opérateurs coréens vont peut-être packager ça avec un terminal 5G ou avec des devices, des lunettes 5G pour effectivement avoir une offre attractive et un peu différenciante. Sur la partie de droite B2B, donc il y a à la fois un intérêt pour les réseaux privés 5G, donc pour des utilisations professionnelles ou industrielles, avec aussi cette notion de edge computing dont je vous parlais au début, donc avoir le computing au plus près. Et puis après, on voit dans la partie basse un peu les différents cas d'usage, donc l'usine connectée ou l'industrie 4.0. Il y a pas mal d'intérêt en Asie aussi de manière générale pour les caméras de vidéosurveillance connectées en 4G ou en 5G avec des fonctions d'intelligence artificielle pour identifier ce que la caméra peut voir. Donc, ce n'est pas forcément des personnes. On peut voir, il y a des cas d'usage, par exemple, de voitures où on veut suivre une voiture, par exemple, qui roule trop vite et puis voir comment elle se déplace, etc. Puis après, il y a pas mal de choses aussi autour des drones. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs pays. Des drones plutôt industriels, par exemple de maintenance, de surveillance d'installations industrielles, ce genre de choses. C'est aussi un des cas d'usage qui peut être mis en avant. Voilà, enfin, vous voyez un peu les différents cas d'usage. Je vais peut-être passer au slide suivant, qui se trouve être on va passer au suivant, qui est le dernier slide. Donc, on a fait des expérimentations en 4G et en 5G en Europe aussi, puisque un des enjeux, en fait, quand on parle de 5G dans un environnement industriel, c'est d'arriver à aller au-delà de l'idée du cas d'usage, mais enfin, aller au-delà de juste l'idée un peu belle de tel ou tel cas d'usage, mais de pousser un peu jusqu'au bout en développant vraiment le pilote et en montrant qu'il y a un business case, qu'effectivement, il y a un bénéfice réel pour l'industriel à déployer la 5G, qu'il y a un bénéfice environnemental ou de productivité. Et donc, il y a deux exemples qu'on met en avant là. C'est des cas d'usage qu'on a poussés un peu jusqu'au bout. Et donc, ça me semblait intéressant de vous expliquer un peu ce que c'est pour vous donner un peu une idée de la diversité des exemples. Donc, sur celui de gauche, c'est quelque chose qu'on a fait en Allemagne, où on a travaillé avec des acteurs industriels qui font des rotors d'avion. Donc, le rotor d'avion, c'est une des pièces du moteur. Et vous voyez à peu près là, sur le haut à gauche, à quoi ça ressemble. Ce qu'on ne savait pas, enfin ce que je ne savais pas en tout cas, c'est que ces pièces-là sont fraisées dans un monobloc. Ce n'est pas différentes pales qui sont vissées entre elles, c'est vraiment une pièce métallique qui est taillée finalement et puis enfin taillée ou fraisée d'un bloc, et ce qui permet de faire quelque chose de plus léger, de plus solide. Malheureusement, dans ce process de production, il arrive assez fréquemment que la pièce se mette à vibrer pour X ou Y raison, et puis finalement, elle est bonne au rebut. Et ce cas de vibration est assez fréquent, et puis il peut arriver plus ou moins tôt dans la production, mais au final, on a perdu du temps, de la matière première, etc. Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'avec des capteurs, on peut détecter si on rentre dans cette phase de vibration et donc corriger la production avant que la pièce soit endommagée. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait un temps de latence très faible, de l'ordre de la milliseconde, pour arriver à corriger avant que la pièce soit endommagée. Et là, donc, ce qu'on a testé, c'est de le faire en 5G avec des capteurs connectés, un temps de l'ordre de la milliseconde. Et donc, du coup, on a montré avec ce partenaire industriel et ce centre de recherche allemand
que voilà, il y avait un business case que on pouvait, par exemple, pour une usine qui produit ces rotors d'avion, avoir une économie de quelques dizaines de millions d'euros par an par rapport à ce que ça leur aurait coûté de refaire ces pièces. Et donc, c'est évidemment, vous en doutez, largement au-dessus du coût d'installation et d'opération d'un petit réseau 5G. L'autre cas, c'est le cas minier, c'est le cas que vous voyez à droite. Et donc ça, c'est un cas suédois, mais bon, il n'y a pas tellement de mines en France, hein. Je me demande si peut-être qu'il n'en reste qu'une une mine de sel dans l'est de la France, enfin en tout cas en métropole. Mais il y a des mines effectivement en Suède, il y a pas mal de mines, il y en a au Canada, il y en a en Australie par exemple, et on est sur ces projets-là. Donc une mine, son enjeu, et ça c'est une mine à ciel ouvert qui doit faire à peu près le quart de la taille de Paris, c'est en Laponie, c'est un paysage un peu lunaire. Vous voyez ces équipements qui creusent, qui font des forages d'une petite vingtaine de mètres de profondeur et de 50 cm de large. Ces forages sont bourrés d'explosifs. Après, on fait exploser ce trou avec ces explosifs. Et après, l'idée, c'est de ramasser tous les gravats qui sont les minerais. Et c'est comme ça que l'extraction se fait. Donc, vous imaginez qu'il y a deux problèmes. Un, effectivement, le site est assez dangereux puisqu'il peut y avoir des explosions de manière assez régulière. Et par ailleurs, chacune de ces explosions, que ce soit en extérieur ou même dans les tunnels souterrains, dégage des vapeurs toxiques. Et donc, en général, il faut attendre plusieurs heures, voire 24 heures avant que les mineurs puissent accéder au site. Donc, vous voyez où je veux en venir. Si ces engins sont opérés à distance par des mineurs qui sont à une dizaine de kilomètres de là dans un centre confortable pour les opérer, ou s'ils sont en partie automatisés, ça permet d'augmenter la productivité, d'avoir moins d'engins, de faire plus fonctionner ce qu'on a, donc d'avoir des opérations plus efficaces. Donc ça, c'est les choses qui ont déjà été déployées dans ces mines-là en Suède en 4G, mais effectivement, et ça marche déjà en 4G, c'est parfaitement intéressant, pertinent, il y a un business case pour le faire. Et on pense qu'on pourra aller encore plus loin et être encore plus efficace avec la 5G. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Alors, je suis peut-être passé un peu vite, je ne m'en rends pas trop compte, mais j'avais peur de finalement passer beaucoup trop de temps. Mais ça nous laisse du temps pour des questions aussi, si vous en avez. Allô? Allô? Ok, merci. Allô? Allô, oui, oui, je vous entends à nouveau. Ah, super. Bon, du coup, je vais vous lire les questions qui sont arrivées. Je suis désolé, hein. Quel est le taux d'utilisation des antennes actives sur les déploiements 5G actuels? Alors, sur les déploiements 5G actuels dans la bande des 3 giga 5, la plupart des antennes sont les antennes actives, hein. Donc, ces antennes actives, effectivement, elles permettent faire du beamforming, c'est-à-dire d'avoir des antennes avec des faisceaux. Je ne sais pas si ça répond précisément à la question, mais en tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Après, effectivement, plus on baisse en fréquence, si on est dans des bandes assez basses, autour de 700, 900 ou même 1800 MHz, je pense que l'intérêt d'antenne active est un peu plus faible. Typiquement, dans les bandes millimétriques, on n'imagine que des antennes actives également. Ouais. Ok, merci. Vous parlez de réduire la consommation d'un facteur 10 par rapport aux solutions actuelles. Quels en sont les mécanismes? Alors, effectivement, donc déjà pour être précis, parce que c'est vrai qu'on parle dès qu'on parle environnement et 5G, disons que l'attention s'éveille un peu. Là, je parle d'un facteur 10 pour la même quantité de données écoulées. Donc, les mécanismes, il y en a trois. Le premier, c'est ce beamforming dont je parlais, c'est-à-dire que finalement, je vais essayer d'émettre du signal
que là où il y a un terminal, en ayant des lobes un peu pincés finalement qui focalisent le signal sur les utilisateurs, ce qui permet d'éviter d'en émettre ailleurs et ce qui permet aussi de faire des économies énergétiques. Après, il y a deux autres fonctions en plus. Par ailleurs, la 5G est plus élaborée que les générations précédentes dans le sens où on arrive de plus en plus à n'émettre du signal que quand il y a effectivement des bits de données à transférer. C'est-à-dire que dans les générations précédentes, on arrivait à éteindre des équipements la nuit, les mettre en mode veille, etc. Mais là, on arrive beaucoup plus finement, finalement, à tiens, il n'y a pas de données à émettre pendant quelques dizaines de millisecondes ou quelques centaines de millisecondes. Ben, finalement, on n'émet rien pendant cette période. Alors qu'avant, en 4G, finalement, on avait un peu besoin souvent d'avoir un signal un peu balise, un peu en permanence. On n'était pas aussi évolué que ça. Donc ça, c'est un deuxième élément qui permet de baisser l'émission. Et la troisième, c'est qu'effectivement, on a des antennes aussi massives MIMO, c'est-à-dire qui sont associées à ce beamforming, c'est-à-dire des antennes qui ouvrent pas mal de flux parallèles de données, finalement, avec beaucoup de multitrajets. Et l'antenne sait finalement quel est le multitrajet qui est le plus efficace, donc qui peut aussi gérer pour envoyer le signal là où il y a le moins de pertes sur le multitrajet. Donc on arrive à doser finalement le trafic en fonction des performances des différents canaux radio. Donc voilà, trois éléments un peu structurants, le beamforming, plus de subtilité, plus de capacité à ne pas émettre quand il y a peu ou pas de trafic, et puis après une capacité à aiguiller le trafic sur les différents canaux radio qui sont le plus efficaces et qui ont le moins de pertes. Voilà, trois éléments. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça fera partie du sujet suivant, hein, où il y a Amphenol Antenna et ST Microélectronique qui vont justement présenter un peu plus en détail les antennes MIMO et le beamforming. Il y a une autre question, je te laisse la lire. Alors, avez-vous estimé à partir de quelle densité d'habitants / de foyers raccordés à un déploiement de haut débit pardon. Attends, peut-être que j'ai mal lu. Je recommence. Avez-vous estimé à partir de quelle densité d'habitants ou de foyers raccordés à un déploiement de haut débit à domicile par 5G, cela devient plus intéressant que la fibre en termes d'ordre de grandeur? Alors, oui, on a pas mal travaillé là-dessus. Il y a pas mal d'études et je pense qu'elles sont même disponibles sur notre site, hein. Mais il y a deux configurations principales. Il y a une configuration où il n'y a aucune aide publique. Et là, en fait, le sentiment qu'on a, c'est que dans les zones très, très denses urbaines, le centre-ville, etc., naturellement, c'est plutôt la fibre qui apparaît comme la solution. Et après, dans les zones un peu moyennement denses, suburbaines, où il y a une certaine densité, mais en même temps, il y a quand même pas mal de tranchées à creuser. Là, c'est vrai que l'accès fixe sans fil peut être plus intéressant. Et puis après, le problème, après, il y a les zones rurales où finalement, aucune technologie n'est intéressante. Enfin, la fibre, financièrement, n'est pas autosuffisante et l'accès mobile ne l'est pas non plus. Donc, dans ces scénarios, évidemment, il y a des abondements publics pour assurer la connectivité globale. Donc, et donc, dans ces configurations-là, on peut penser que l'accès fixe sans fil par la 4G ou la 5G coûterait moins cher collectivement à la collectivité et à l'utilisateur que de tirer de la fibre dans des zones très rurales. Donc voilà, on a travaillé là-dessus, mais effectivement, c'est assez dépendant des pays, des cadres même réglementaires d'organisation. En France, il y a beaucoup de projets qui sont partis sur des fibres, beaucoup de projets de fibres mutualisées. Donc, il faut aussi tenir compte de ce contexte et voir quelles sont les zones qui sont effectivement intéressantes pour l'accès fixe sans fil. Mais voilà. Mais c'est quelque chose. Enfin, juste pour finir là-dessus rapidement, dans nos forecasts, en fait, on voit qu'à l'horizon de 4-5 ans, vers 2025, 10% des connexions des accès fixes mondiaux le seront par du sans fil. Donc, en gros, voilà, dans les 4-5 prochaines années, il y aura un utilisateur, enfin une ligne fixe sur 10 qui sera finalement du sans fil. Donc, il y a quand même un marché derrière.
Avez-vous des retours d'expérience des déploiements dans la bande millimétrique en milieu urbain, notamment aux USA? On a effectivement aux USA, c'est une bande qui a été assez largement déployée puisqu'en fait, ils n'avaient pas encore la bande des 3 giga 5 puisqu'ils ont commencé à déployer dans la bande millimétrique et dans les bandes basses autour de 600 MHz. Mais en 600 MHz, ils n'avaient pas une très grande largeur de spectre. Donc, il y a un retour aux États-Unis où effectivement, ils ont vu, enfin, un des cas d'usage qui marche bien, c'est l'accès fixe sans fil. Mais après, il faut bien comprendre que l'accès fixe sans fil aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez une antenne 5G qui peut être sur un lampadaire, un toit ou ce qu'on veut, sachant que si le bâti n'est pas très élevé et si les lampadaires aux États-Unis sont assez hauts, ça le fait assez bien. Et après, par contre, sur les bâtiments, il y aura souvent une antenne externe qui captera le signal 5G et qui le réinjectera un Wi-Fi dans le bâtiment ou dans le pavillon. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Après, effectivement, il y a aussi des développements il y a aussi des smartphones qui sont millimétriques, qui savent recevoir du trafic, trafic 5G dans les bandes millimétriques, donc pour des hotspots de trafic ou de l'indoor. Là, je dois avouer que j'ai pas de données très précises. Je sais que ça existe, que les terminaux sont là, qu'il y a eu quelques déploiements de ce type-là. Évidemment, je pense que là, le problème principal, c'est plutôt la couverture, puisqu'il faut quand même plutôt être à peu près en ligne de vue ou pas très loin du terminal, enfin pas très loin de l'antenne pour avoir un bon niveau de champ. Donc ça correspond à des cas d'usage assez spécifiques quand même. D'accord. Merci. La question suivante, question sociétale. Le beamforming, je recommence, le beamforming augmente-t-il le niveau d'énergie reçu par l'utilisateur, énergie instantanée sans la moyenner sur le temps? Alors, effectivement, le beamforming en énergie instantanée peut augmenter un petit peu le niveau reçu. Après, le niveau reçu, au final, dans un réseau mobile, le niveau reçu, il est par rapport au bilan de liaison, c'est-à-dire que vous recevez pile poil le niveau d'énergie dont vous avez besoin pour écouler le trafic. Donc, il ne va pas vous en émettre plus. Mais effectivement, comme vous pouvez être un peu plus loin, le niveau de signal peut être un peu plus élevé et donc peut servir des utilisateurs qui sont plus loin. Mais après, s'ils sont plus loin, ils sont derrière un mur, finalement, eux-mêmes ne recevront pas plus puisque ils ont été plus loin, ce qui aura justifié finalement d'émettre un peu plus fort. Mais effectivement, le signal instantané, j'ai noté que la question était précise, peut être un peu plus élevé. Après, en signal moyenné, et puisqu'en fait, au final, pour évaluer l'exposition, on fait plutôt des moyennes sur quelques minutes, typiquement. L'idée, c'est, enfin, l'estimation qu'on peut avoir là, c'est que ça ne sera pas plus élevé. Mais effectivement, il peut y avoir effectivement un peu cette différence-là qui peut jouer. Après, les premières mesures qui ont été faites ne montrent pas d'exposition plus élevée. Après, les expositions sont aussi un peu moyennées sur une période. Mais effectivement, c'est un aspect. Dernière question que l'on a, quelle est la taille des antennes actives 5G préconisées 64T, 32T, 8T? Alors, de mémoire, c'est une bonne question. Je devrais être plus affûté que ça. Mais je pense que les 64T sont plutôt autour de 70 cm de haut pour peut-être une quarantaine de large de mémoire. Et c'est vrai que je mets à culpa, mais pour les autres, je ne sais pas. Mais je vais me renseigner. Mais en général, les antennes, effectivement, dans ces bandes 3 giga 5 sont plutôt de cet acabit-là, de cette taille-là. Sachant que les antennes actuelles 4G sont plutôt entre 2 mètres ou 2 mètres 50, voire un peu plus de haut, avec une quarantaine de centimètres de large. Donc les antennes actives 5G dans les bandes 3.5 sont bien plus petites. D'accord, merci beaucoup. Bah écoutez, on n'a plus de questions. Merci encore. Vous retirez la main pour la donner à Monsieur Pro de ST Microelectronics. D'accord. Écoutez, Merci. merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez correctement?
On vous entend. On n'a pas encore votre caméra ni votre partage, mais on vous entend. Alors, malheureusement, je n'ai pas de caméra sur mon portable, Pas de souci. donc je ne peux pas la connecter et je vais partager avec vous tout de suite la présentation. Merci beaucoup. On coupe notre micro. On vous voit bien. Enfin, on voit bien la présentation. Et maintenant, elle est en plein écran. Super. Voilà, tout le monde voit bien là? On peut fermer ça. Ok, donc en fait, on est tous les deux dans la salle, là, Rodolphe Jarc et moi. Donc Rodolphe travaille chez Amphenol Antenna Solutions et moi-même, je travaille chez ST Microélectronique sur le site de Tours. Et le sujet de la présentation qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur les réseaux d'antennes et en particulier les réseaux d'antennes qui sont utilisés sur l'infrastructure 5G. Donc, bon, tout d'abord, au niveau de l'infrastructure 5G, on souhaitait présenter quelques caractéristiques comme l'a présenté le présentateur d'Ericsson juste avant nous. Sur le réseau 5G, la première des choses sur lesquelles on souhaitait insister, c'est les différentes gammes de fréquences utilisées. Donc, historiquement, on a les opérateurs qui ont déployé les réseaux 1G, 2G, 3G dans les bandes entre 600 MHz et 2,7 GHz. Ce sont des bandes où historiquement où la couverture est assez bonne, donc ça permet d'avoir une couverture même en zone rurale. Par contre, ces bandes de fréquences-là ont des débits qui sont relativement faibles. En ce qui concerne la 5G, on a vu apparaître des nouvelles bandes de fréquences, en particulier la bande 3,5. Donc, on a listé ça dans une gamme de fréquences entre 3,3 et 6 GHz qui permettent de donner un compromis qui est intéressant en termes de couverture, où là, on a une couverture médium, et en termes de data rate qui est augmenté par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur les réseaux 1G, 2G précédents. Et donc, ça permet d'atteindre des capacités sur le réseau qui sont meilleures. Et la troisième gamme de fréquences qui est apparue avec la 5G sont les ondes millimétriques, donc entre 24 GHz et 47 GHz, où là, on a le meilleur débit possible, avec des couvertures très faible distance et donc certainement plutôt réservées à des déploiements dans des centres-villes, dans des quartiers ou dans des zones où on a énormément d'utilisateurs regroupés au même endroit. On peut penser par exemple à des stades ou des quartiers très, très peuplés dans des grandes villes. Donc, en termes de performance, l'utilisation de la 5G et des nouvelles bandes de fréquences, je ne vais pas rentrer de manière exhaustive, mais va permettre de réduire la latence. On espère descendre en dessous des 1 milliseconde. Va permettre d'augmenter le débit avec des débits qui sont identiques à ceux de la fibre, donc un débit 10 fois supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et va aussi permettre d'augmenter le nombre de connexions sur le réseau, où on peut imaginer un facteur 100 entre le nombre d'objets connectés actuellement et le nombre d'objets connectés quand le réseau 5G sera déployé. Donc, ces nouvelles caractéristiques et ces améliorations de performance, en fait, obligent à certains compromis, en particulier entre la couverture et le débit. Et bien évidemment, toutes les améliorations de performance doivent se faire grâce à beaucoup d'innovations dans tous les domaines. Et le domaine sur lequel on s'est penché avec Amphenol Antenna Solutions est le domaine des antennes en fait réseau, des antennes d'infrastructure, où on a essayé d'innover ensemble pour amener quelques réponses aux problèmes qui étaient posés à ces antennes 5G. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler que la collaboration qu'on a mise en œuvre avec Amphenol Antenna Solutions et ST a démarré grâce au pôle de compétitivité gestion de l'énergie
S2E2 qui nous a mis en relation et qui nous a permis d'associer nos ressources et nos moyens afin justement d'innover ensemble dans ce domaine. Donc rapidement, une petite slide là, sur le groupe ST Microélectronique. Donc c'est un groupe international qui a 3 sites en France, dont celui de Tours. Celui de Tours comporte 1400 employés et en France, ST, c'est à peu près un peu plus de 10 000 employés sur 4 sites localisés à Rousset, Grenoble, Tours et Rennes. Sur le site de Tours, on a à peu près une production de 1 million de wafers par an. Donc notre spécialité, c'est la fabrication de composants électroniques. Et de ce 1 million de wafers, on arrive à fabriquer chaque année à peu près 10 milliards de composants qui sont vendus dans toutes les applications de nos clients. Sur le site de Tours, l'innovation est extrêmement importante. Donc, on a un portefeuille de brevets qui, sur 10 ans, s'élève à plus de 180 brevets et plusieurs collaborations avec des partenaires locaux dans le domaine de l'innovation et de la recherche. Donc, j'ai mentionné déjà le pôle de compétitivité S2E2, mais on peut aussi mentionner le centre d'études et de recherche en microélectronique, le CERTEM, et le laboratoire universitaire de l'Université de Tours, le Gréement. Donc, avant de passer la parole à Rodolphe Jarc pour la société Amphenol, dans la collaboration, ce que ST a amené à l'équipe, c'est une compétence sur les matériaux, une compétence en termes de simulation, une compétence en termes de mesure et une compétence en termes de fiabilisation des composants électroniques utilisés dans les antennes. Donc, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Jarc et puis on va continuer à vous présenter le projet d'innovation et les démonstrateurs qu'on développe actuellement pour aller sur les réseaux d'antennes 5G. Merci Jean-Pierre et bonjour à tous. Donc Amphenol, en fait, c'est un groupe mondial qui a aujourd'hui plus de 62 000 employés sur la planète. Il est principalement connu pour tout ce qui est connectique. Quand on parle de connectique, c'est de la connectique pour de la fibre, pour connecter votre téléphone sur le port USB de l'ordinateur, mais c'est aussi tout ce qui est connectique sans fil, et donc des antennes. Donc des antennes dans différentes situations, ça peut aller dans le domaine du militaire, dans les téléphones mobiles, par exemple, la plupart des téléphones, des smartphones sont équipés d'antennes Amphenol. Donc Amphenol, en fait, conçoit et fabrique aussi des antennes de stations de base qui sont donc vendues à des opérateurs téléphoniques. Typiquement, en France, les 4 opérateurs, Orange, Free, SFR et Bouygues. D'ailleurs, il me semble que sur les photos présentées hier, Bouygues, on pouvait apercevoir nos antennes. Donc, Amphenol Antenna Solutions pour la partie base station, en tout cas, est implanté sur le site d'Amboise, où on réalise tout le développement, toute la recherche et innovation, ainsi que la fabrication, une partie de la fabrication. Donc sur le site d'Amboise, on a 175 employés et 1500 employés au total dans la section Amphenol Antenna Solutions du groupe. Donc le gros avantage de ce mode de fonctionnement, en fait, c'est qu'on a la puissance financière d'un groupe, mais en même temps, on reste une PME et on garde de l'agilité. Donc aujourd'hui, on est l'un des plus gros fournisseurs, en tout cas des opérateurs pour ce qui est de la France et de l'Europe. Donc comme l'expliquait Jean-Pierre, nous avons travaillé ensemble pour développer des nouvelles solutions techniques pour la 5G. Clairement, on n'aurait pas réussi à obtenir des résultats aussi probants si on avait travaillé chacun de son côté.
Donc, nous, on a apporté tout ce qui était architecture. On avait des notions de réseau, télécom que n'avait pas forcément ST. En termes d'intégration, parce qu'on sait comment fonctionne une antenne, quels sont les éléments à prendre en compte, etc. Tout ce qui est système, avec la mise en place des différents éléments et toute la partie industrialisation pour pouvoir fabriquer en grande série ces équipements. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais vous raconter un peu d'histoire sur l'évolution des antennes. Donc, en fait, lorsqu'est arrivé la 1G et la 2G, on avait des antennes relativement simples qui étaient composées d'une seule bande de fréquence, donc autour du 900 MHz à l'époque. Et ces antennes, elles avaient un objectif, c'était de focaliser le signal dans une direction. Il faut imaginer un phare de voiture, si vous prenez une ampoule, elle va éclairer à 360 degrés, mais pas très loin. Dès que vous lui mettez un réflecteur, ça va lui permettre de rayonner beaucoup plus loin, bon, en réduisant bien sûr la largeur du faisceau, mais d'avoir une plus grande portée. Ce faisceau, en fait, il a besoin d'être optimisé en fonction des cas, si vous êtes en ville, à la campagne, si vous devez éclairer le stade ou plutôt la zone urbaine. Mais sur de la 1G, 2G, on était obligé de se rendre sur les sites, donc d'envoyer un technicien, voire plusieurs, de prévenir le bailleur, de louer une nacelle ou une grue pour pouvoir aller démonter les écrous et orienter manuellement l'antenne. On devait du coup aussi couper le réseau pour que les opérateurs puissent intervenir en toute sécurité. Avec l'arrivée de la 3G, c'est généralisé ce qu'on appelle le tilt électromécanique à commande manuelle, c'est-à-dire qu'on a intégré dans les antennes de stations de base des phase shifters qui permettent d'orienter le faisceau sans forcément avoir besoin de bouger physiquement l'antenne. Donc, ça permettait d'aller plus vite. On envoyait toujours quelqu'un sur place, mais en quelques minutes, en tournant une molette en bas de l'antenne, le faisceau de l'antenne était orienté dans la direction souhaitée. Donc, quand on parle d'orientation, on parle ici de l'orientation dans le sens vertical. En plus de ça, sur la 3G, il a fallu garder toutes les technologies 1G et 2G. C'est-à-dire que quand la 3G est arrivée, on n'a pas supprimé, on n'a pas arrêté le réseau 2G. Donc, il a fallu, dans ces antennes, intégrer la 2G. Enfin est arrivée la 4G, où en fait, c'est démocratiser un système électronique qui a permis en fait de venir orienter le faisceau à distance directement depuis le bureau des opérateurs. Donc ça a été standardisé par un groupe qui s'appelle l'AISG, et c'est un protocole standard d'échange entre les BTS et les antennes. Donc on reste à ce niveau-là sur un système où il faut quand même, il faut juste se connecter et on vient optimiser le faisceau. Mais ça se fait en 30 secondes maximum. Sur les dernières technologies, aujourd'hui, il y a même des systèmes de remontée de KPI qui viennent automatiquement optimiser le réseau en fonction des besoins. Par exemple, les BTS et les radios vont automatiquement détecter que le matin, il y a les gens qui quittent leur domicile pour aller vers la zone industrielle. Donc, il faut un petit peu réoptimiser le réseau pour orienter le faisceau sur la bonne zone. D'accord. Donc là, je vais parler un peu comment est construite une antenne de station de base. La première chose, c'est qu'une antenne n'est pas composée d'un seul élément. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une antenne de station de base, vous avez un connecteur en bas de l'antenne et à l'intérieur, l'énergie est répartie sur 8, 10, 12, 14 éléments rayonnants. Donc on réalise ça. La première chose, c'est pour pouvoir émettre plus de puissance dans une même antenne.
une seule antenne ne permettrait pas d'envoyer, enfin un seul élément rayonnant ne permettrait pas d'envoyer autant de puissance que si on la répartit sur plusieurs éléments rayonnants. Deuxième chose, on construit donc ce réseau d'éléments rayonnants pour permettre de focaliser le rayon. Plus on va répartir l'énergie qui arrive de la radio sur différents éléments rayonnants, plus l'énergie sera focalisée dans une direction. C'est pour ça que Ericsson parlait avant d'antennes de 2 mètres 70, où il y a des antennes aussi de 2 mètres ou d'1 mètre 40. Plus on choisit de répartir l'énergie sur une distance, sur une plus longue enfin, sur une plus grande hauteur, donc avec plus d'éléments rayonnants, on va focaliser le signal plus loin. Dernière chose, maintenant, une fois qu'on a tous ces éléments rayonnants, si on trouve un système qui permet de changer la phase entre ces éléments rayonnants, ça va permettre de venir focaliser le signal dans une direction. Donc, c'est déjà ce qu'on fait dans la 2G, 3G, enfin dans la 4G ou même dans la 3G, mais c'était un système électromécanique avec des éléments en mouvement qui étaient actionnés par un moteur. Donc, avec la 5G est venu un nouvel élément qu'on appelle le beamforming. C'est justement l'optimisation du réseau, mais à des temps beaucoup plus rapides. On était de l'ordre de 30 secondes avec la 4G. Là, on doit descendre inférieur à la milliseconde. Donc, aujourd'hui, il y a l'élévation qui peut être optimisée via le tilt. Ce qui est recherché avec la 5G, c'est principalement d'optimiser le réseau sur l'azimut pour aller chercher les différents users de téléphone et pouvoir focaliser l'énergie le plus sur eux. On peut très bien imaginer combiner les deux technologies pour pouvoir focaliser l'énergie vraiment le plus précisément possible. Donc ça, c'est des choix techniques après à prendre en fonction des différents cas. Donc en fait, pour faire de l'optimisation verticale, on vient changer la phase entre les différents éléments, rayonnants pardon, sur le vertical. Et pour changer sur l'horizontal, on vient en fait aligner différents éléments en horizontal pardon, sur l'antenne, et on vient changer la phase entre eux. Donc, si maintenant on s'intéresse aux différentes techniques pour réaliser cette variation de phase, on peut distinguer trois grandes possibilités. Tout d'abord, la plus à gauche consiste en fait à changer la phase directement au niveau de la radio et donc d'alimenter le réseau d'antennes avec des phases différentes. Chaque élément est contrôlable en phase. Et donc, on arrive à avoir ce qu'on appelle un beamforming qui est réalisé de manière digitale. Si on regarde maintenant la possibilité qui est représentée tout à droite, on peut imaginer qu'on ne réalise plus le beamforming de manière digitale, mais on le réalise de manière analogique, c'est-à-dire en intégrant l'ensemble des phase shifters non plus dans la radio, mais directement dans l'antenne, avec des éléments rayonnants dont on arrive à contrôler la phase de manière analogique. Et donc, cette technologie purement analogue réalise la même fonction que celle réalisée en digital, mais c'est un choix technologique différent. Et on peut même imaginer des solutions mixtes où on combine à la fois un beamforming digital et un beamforming analogique. On pourrait imaginer par exemple que la partie analogique contrôle l'élévation du rayon de l'antenne, alors que la partie digitale contrôlerait l'azimut de ce même rayon. Et en combinant analogique et digital, on pourrait avoir un beamforming à la fois sur l'élévation et sur l'azimut. Donc, ces trois techniques
sont possibles. Et on n'essaye pas là dans la présentation de mettre en avant l'une ou l'autre technique, ni de lister les avantages ni de l'une ni de l'autre, mais juste de montrer 3 façons différentes dont qui permettent de réaliser ce beamforming. Donc, comme expliqué par la personne d'Ericsson, aujourd'hui, les antennes 2G, 3G, 4G, sur le c'est une antenne qui peut supporter 200 watts par réseau. Alors, on parlait tout à l'heure, il y avait une question sur la puissance. Il faut savoir qu'avec l'évolution des technologies, les puissances, les radios sont de moins en moins puissantes. Les antennes qui étaient conçues il y a quelques années devaient supporter jusqu'à 250 watts en low band et 200 watts en high band. Et ça, c'est en Europe. Aux États-Unis, c'était plutôt 500 watts. Donc, aujourd'hui, les radios, même en 4G, elles ne sont pas capables de sortir plus de 80 watts par connecteur. Et ça, c'est vraiment les plus puissantes. Aujourd'hui, sur des radios 5G, on parle plutôt de 20 watts ou même 10 watts par connecteur. Mais en tout cas, l'antenne est dimensionnée pour supporter 200 watts. On a travaillé sur la fréquence 3 Giga 5 parce que c'est la première fréquence qui va être ouverte pour la 5G, mais c'est une technologie qui pourrait très bien être déployée sur d'autres fréquences. Donc le gain, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la valeur qui indique le taux de focalisation du signal. Et donc aujourd'hui, on est capable d'orienter le faisceau entre 0 et 12 degrés en moins d'1 milliseconde via une connectique AISG qui reste standard. Donc dans le cadre de ce prototype, la contribution de STMicroelectronics, elle a été triple. Tout d'abord, au niveau des phase shifters, on a développé et on a participé avec la fourniture d'éléments variables qui permettent de faire varier la phase au niveau de chaque résonateur. ST a également fourni tous les composants d'interface qui permettent de contrôler les capacités variables en tension afin d'ajuster l'angle d'élévation ou d'azimut de l'antenne. Et la dernière famille de produits qui a été implémentée dans ce démonstrateur, c'est la partie micro qui sert non seulement d'interface à l'utilisateur via le connecteur AISG, mais également qui permet d'aller programmer tous les éléments de l'antenne de manière digitale et qui offre à l'utilisateur la possibilité en digital de contrôler le faisceau de l'antenne. Juste pour vous montrer un peu un use case du beamforming. Donc là, c'est un extrait du plan d'Amboise, là où est située l'usine d'Amphénol. L'idée, c'est de vraiment aller focaliser là où sont les utilisateurs, d'envoyer l'énergie vraiment là où sont les utilisateurs. Donc, d'un point de vue temporel, on va envoyer un peu d'énergie sur le camping pour attraper tous les utilisateurs qui sont dans cette zone. Puis, on va envoyer l'énergie sur l'hôpital ou le stade ou le château d'Amboise, et ça en une fraction de millisecondes. Donc, pour conclure, les prochaines étapes aujourd'hui, c'est d'améliorer encore les performances RF de notre premier démonstrateur, réaliser un prototype d'antenne pour caractériser ses performances techniques,
réaliser une étude d'industrialisation pour vérifier que notre antenne est raisonnable en termes de coût et qu'il y a la possibilité de la fabriquer en volume. Donc, comme expliqué, c'est une antenne qu'on a développée en 3 Go 5, mais on a pour objectif de déployer cette techno dans d'autres bandes. Voilà, on est ouvert aussi à discuter avec les opérateurs et fournisseurs d'équipements. Et enfin, la dernière étape, ça sera de comparer cette antenne, cette innovation avec des antennes actuelles. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, et j'imagine qu'elles sont bientôt arrivées. Merci à tous les deux. Oui, c'était très, très intéressant. Puis c'est une belle coopération dans la région centre. Ça fait plaisir. Alors je suis désolée, nous on a eu un souci de connexion, du coup on n'a peut-être pas tout entendu. Je vais peut-être poser une question, vous en avez peut-être parlé. Vous parlez de démonstrateur, du coup pour l'instant c'est pas une antenne qui est déployée. Est-ce que vous en aviez déjà conçu une plus standard, on va dire, qui est adaptée à la 5G, ou c'est vraiment votre futur produit? Alors, en fait, Amphenol Antenna Solutions vend déjà des antennes 5G passives. Et là, on parle plutôt c'est une antenne avec des technologies actuelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour optimiser le faisceau dans ce type d'antenne, c'est toujours avec des moteurs et un système électromécanique. Mais c'est des antennes qui sont prêtes pour la 5G parce qu'elles sont prêtes pour recevoir des fréquences à 3 Go 5. D'accord. La nouveauté ici, c'est qu'on arrive avec la collaboration avec ST à descendre sous la milliseconde. Oui, effectivement, ça paraît encore plus un peu plus rapide. on va dire. Tout à fait. Écoutez, moi, je n'ai pas d'autres questions. Visiblement. Il y a une remarque de quelqu'un qui vous dit qu'il faut l'associer au solaire. Oui, je pense au niveau énergétique, parce que vos stations de base sont reliées au réseau électrique, j'imagine. Alors effectivement, c'est des choses qu'on a pensées. C'est pareil, hein, il y a les antennes ou même les équipements radio aujourd'hui chauffent énormément. Donc pourquoi pas les relier aux immeubles qui sont dessous pour chauffer les appartements l'hiver. C'est des solutions qui sont à étudier, mais c'est extrêmement complexe. D'accord. Non, mais là, je pense que c'était plutôt la source d'énergie qui pourrait être associée au solaire. Mais ça peut être une piste aussi de récupérer l'énergie, effectivement, thermique, on va dire, déployée par ces antennes. Une autre question, est-ce le même programme de R&D que celui mené au LETI à Grenoble, ou un programme séparé? Non, c'est un programme séparé. Le LETI n'est pas associé à ce programme-là. D'accord. Le beamforming est-il utilisé en TX, RX ou RX seulement? Avez-vous exploré des solutions digitales avec des méthodes polyphase? Polyphase, ah oui, pardon, je suis réveillé, pour traiter plusieurs directions en même temps en réception? Vous répéter le début de la question parce que oui, il y avait deux parties, pardon. Le beamforming est-il utilisé en TX, RX ou en RX seulement? Alors, le beamforming est symétrique pour l'antenne, d'un point de vue de l'antenne. D'accord. Donc si on parle de vraiment l'antenne, lorsqu'on vient régler la phase, on vient régler les différents éléments rayonnants, on va recevoir de la même manière que ce qu'on va émettre. D'accord. Et du coup, la deuxième partie, avez-vous exploré des solutions digitales avec des méthodes polyphase pour traiter plusieurs directions en même temps en réception? Non. D'accord. Eh bien, écoutez, on n'a plus d'autres questions. Un merci infiniment à tous les conférenciers et les spectateurs. Donc, juste pour terminer, comme on vous l'a dit hier, normalement, vous serez invité à compléter un sondage par rapport aux différentes interventions, voir les sujets, si les sujets qui ont été traités vous ont convenu. Donc, une fois que vous aurez rempli ce sondage,
vous aurez accès à un lien qui vous permettra de télécharger les présentations en PDF qui ont été faites et les enregistrements pour les conférenciers qui ont accepté d'être rediffusés. Par contre, ça ne sera pas forcément immédiat, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on n'a pas encore reçu toutes les présentations. Donc, d'ici début de semaine prochaine, on devrait mettre ça en ligne. Et donc, vous recevrez un mail avec les différentes instructions. Donc, je pense qu'on va conclure ce séminaire maintenant. Merci à tous les présentateurs, comme le disait Cyril, pour leur intervention qui était assez complémentaire et intéressante. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas dans les, dans les quelques minutes qui viennent. Sinon, pour transmettre les questions éventuellement, si vous avez vraiment besoin d'avoir une réponse précise. Voilà, je voulais juste mettre cette petite diapositive. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à nous recontacter, comme disait Cyril, au Crésit, si vous avez des interrogations par rapport à ce qui a été présenté. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les différents éléments qui vous ont été communiqués au niveau des communications long range et puis plus particulièrement sur la 5G. On pourra transmettre aux différents intervenants et vous mettre en relation avec eux si besoin. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Juste un dernier rappel, on organise une formation sur la compatibilité électromagnétique le 5 novembre prochain au Crésit. Il reste encore quelques places disponibles. Donc, voilà, si vous